Alors, j'ai l'honneur de présenter Nicolas Mougeot, le Head of Global Trends and ESG Advisory, Crédit Agricole Industrie Wealth Management. Floor is yours. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Sphère pour l'invitation et merci beaucoup à tous de venir aujourd'hui. Ce dont je voulais parler aujourd'hui, c'est de mesurer l'impact, mais pas simplement au niveau d'une classe d'actifs, mais aussi d'en parler au niveau du portefeuille. Il y a beaucoup de discussions qui se font de mesurer, que ce soit une note ESG ou que ce soit l'impact au niveau d'une classe d'actifs ou simplement d'une société. Mais dans mon rôle dual, je me retrouve finalement beaucoup à devoir mesurer l'impact à un niveau d'un portefeuille et donc de regarder un certain nombre de classes d'actifs. Alors pourquoi? Parce que j'ai finalement en fait un rôle dual, on va dire, à C1 de Suez. Le premier, c'est de m'occuper du conseil advisory auprès de nos clients, qui sont pour la plupart des clients privés et quelques institutionnels, mais qui pour la plupart finalement se retrouvent à investir dans de nombreuses classes d'actifs, qu'elles soient liquides ou pas liquides, que ce soit des actions ou des obligations, du private equity, de l'immobilier, des produits structurés. Et donc quand on arrive à mesurer, à discuter finalement de la mesure d'impact, on se retrouve avec un niveau de complexité plus élevé quand on a plusieurs classes d'actifs. Et le deuxième rôle que j'ai, c'est d'être membre du comité d'investissement du fonds de pension en fait des employés de Crédit Agricole. Et donc là exactement, je me retrouve dans la même question. Et je sais qu'il y a d'autres personnes qui feront aussi partie de comités d'investissement de fonds de pension et donc qui font probablement face au même problème. Et si je regarde un peu en arrière, si je regarde il y a 15-20 ans, j'étais déjà en charge en fait de stratégie, on va dire, qu'on appelait thématique à l'époque. L'environnement en était une, mais parmi d'autres. C'était finalement vu au même titre que le vieillissement de la population, que les technologies de disruption. Et donc, c'était pas nécessairement vu comme un investissement qui avait un impact. C'est véritablement, on va dire, dans les 5 ou 10 dernières années, comme ça a été rappelé pendant la table ronde, que nous avons fait un gros changement et que nous sommes maintenant en capacité en fait de mesurer l'impact au niveau de classes d'actifs. Et ça, c'est à cause ou grâce, on va dire, à un changement fondamental qui sont les données. Sans données, il n'y a pas de mesure, évidemment. Et il y a encore 10 ans, les mesures ESG étaient vraiment très éparses. Donc on peut ensuite faire un grand critique sur les MSCI, Moody's, Vigeo Eiris, etc., qui peuvent nous fournir des données, mais c'est déjà finalement une étape dans la bonne direction pour pouvoir mesurer finalement l'impact d'un portefeuille. Donc ce que je voulais aussi raconter, c'est un peu la progression que nous avons fait dans le groupe pour essayer finalement de mesurer l'impact des investissements que nous faisons, que ce soit pour des personnes tiers ou que ce soit dans le cadre du fonds de pension. Donc la première chose que nous avons fait, c'était finalement d'avoir une mesure ESG sur 11 000 titres. Donc ça, nous l'avons fait avec Amundi, qui est un peu notre grand frère asset manager. Et pourquoi? Parce qu'ils ont une taille très conséquente et donc une économie d'échelle dont nous pouvons finalement bénéficier. Donc nous avons mis en place sur 11 000 sociétés des mesures ESG, que ce soit sur l'environnement, le social, la gouvernance évidemment, et une note globale. Donc ça nous permet quoi? Non seulement déjà sur nos portefeuilles actions de mesurer l'impact du portefeuille, c'est une première étape. Comme nous le faisons au niveau des entités elles-mêmes, nous pouvons aussi ensuite le faire finalement au niveau des obligations, puisque finalement ça va être le même risque. On peut éventuellement ensuite discuter, est-ce qu'on devrait mettre des notations différentes pour les obligations vertes, pour les green bonds, mais je laisserai ça probablement en fait, je crois, Marc Briand de Mirova qui discutera en fait des green bonds peu après. Donc là, si on regarde dans un portefeuille traditionnel, on va avoir 25, 30, 35% d'investissement direct, d'actions, d'obligations sur lesquelles nous sommes capables d'avoir une note agrégée ESG. Mais si on regarde un portefeuille standard, il va y avoir une grande partie qui sont dans des fonds. On a une architecture ouverte dans le groupe, donc c'est-à-dire qu'on peut investir dans des fonds maison de Suez, des fonds Amundi, mais aussi
des fonds en fait d'asset managers tiers. Il y en a certains représentants ici. Et là, ça amène une complexité, parce que comment est-ce qu'on arrive finalement à mixer une note interne ESG avec des systèmes de notation qui viennent de fournisseurs externes de fonds. Donc, ce que nous avons fait, ce que nous avons mis en place, c'est un titre un peu barbare, ça s'appelle la transparisation, c'est-à-dire que nous allons reprendre en fait les sous-jacents des fonds auxquels nous avons accès, que nous proposons en interne ou en externe, pour pouvoir avoir une note ESG au niveau de ces fonds. Et donc ça nous permet d'avoir un modèle qui est transparent, qui est homogène, et qui nous permet finalement d'augmenter la taille de ce que nous pouvons noter d'un point de vue ESG à l'intérieur du groupe. Donc là, finalement, ça nous permet potentiellement d'arriver à 75% d'actions, d'obligations et de fonds, qu'ils soient obligataires ou actions, qui peuvent être notés. Donc on arrive déjà à un seuil, on va dire, relativement critique de pouvoir mesurer véritablement l'impact du fonds. Et donc là, en fait, il y a peut-être deux choses aussi que nous pouvons discuter. C'est le système personnel, le système en soi, et comment est-ce que cela va évoluer, ou comment je vois l'évolution des notations ESG. Et puis, comment essayer finalement de réduire les 25% qui nous restent à noter. Le premier, c'est ces systèmes ESG. Il y a énormément de critiques. Et finalement, on a passé énormément de temps, d'argent, à créer un système de notation ESG qui potentiellement, et je l'espère finalement d'une certaine manière, sera potentiellement caduque dans 2 ou 3 ans. Pourquoi? Parce que comme ça a été discuté, il va y avoir la mise en place l'année prochaine des PAI, donc les Principal Adverse Impact Indicators, qui vont forcer finalement les sociétés à communiquer directement et de façon objective et transparente sur un certain nombre de critères, que ce soit l'émission de CO2, que ce soit par exemple la mixité au niveau des boards. Et donc là, on va avoir d'un côté des notations ESG, de l'autre côté, finalement, un grand système qui vient de l'Union européenne, mais qui sera probablement appliqué beaucoup plus largement, avec des mesures qui seront beaucoup plus objectives. Donc, même dans la réflexion, finalement, de la création de notre système de notation, on est déjà en train de prendre en compte le fait de passer à la prochaine étape et potentiellement, à un moment donné, soit de laisser tomber totalement les notes ESG comme on les voit aujourd'hui fournies par des fournisseurs externes, soit d'avoir finalement 2 systèmes différents, un basé sur les PAI et l'autre véritablement continue à utiliser les notes ESG de fournisseurs externes. Et la dernière question, enfin le dernier problème qu'on peut avoir finalement quand on regarde mesurer l'impact au niveau d'un portefeuille global, on va dire, ou d'un portefeuille d'actions et de titres, mais aussi de titres moins liquides, c'est finalement comment est-ce qu'on arrive à associer titres liquides, actions, obligations, et titres non liquides, tout ce qui est private equity, immobilier, et par exemple les produits structurés. Donc il a été discuté par exemple l'impact du private equity. Oui, je pense que le private equity est en train de faire sa mue d'une certaine manière. De plus en plus, en fait, de fonds de private equity essayent de montrer qu'ils peuvent être classifiés article 8, donc qui peuvent avoir un impact pas forcément nécessairement principal, qui est pas forcément ce qu'ils recherchent en principal objectif, parce que c'est toujours le rendement qu'ils vont rechercher, mais qu'ils utilisent un certain nombre de critères ESG en fait dans la gestion. Donc là, il y a tout un travail éventuellement, potentiellement, d'essayer de regarder comment est-ce qu'on arrive à mesurer l'impact sur des actions cotées et non cotées. C'est un gros travail à faire et on s'y attelle. Sur la partie immobilier, je pense que ce sera plus compliqué parce que ce sont des normes qui sont très différentes. Mesurer l'impact d'un portefeuille immobilier et d'un portefeuille d'actions cotées et non cotées, ce sont souvent des facteurs très très différents. Donc c'est potentiellement quelque chose qui sera laissé à part. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mesurer l'impact de l'immobilier en soi. Il y a des mesures de durabilité très importantes dans le secteur. Et puis finalement, c'est aussi toute la partie produits structurés qui est pour de nombreuses banques privées et clients
une partie importante de leur portefeuille, notamment dans un environnement de volatilité importante comme on voit aujourd'hui, ou de taux d'intérêt qui sont plus élevés. Et là, il y a aussi un travail à faire que nous avons commencé aussi à mettre en place, de pouvoir s'assurer que tout produit structuré, finalement, est aussi inclus dans le système. Donc là, comment on le fait? Il y a encore des débats, on est en discussion ouverte avec d'autres émetteurs et acheteurs de produits structurés en Suisse pour savoir si le meilleur moyen, quand on regarde un produit structuré, c'est finalement de regarder l'émetteur. Si j'achète un produit structuré qui est émis par Crédit Agricole, Vontobel ou UBS, est-ce que c'est la note de ces trois émetteurs qui est importante ou est-ce que c'est celle des sous-jacents? Si je fais un produit structuré sur Shell, sur Total Energy et Repsol, est-ce que je vais finalement regarder la notation de ces sociétés et pas regarder nécessairement celle de l'émetteur? C'est une question qui reste encore ouverte, je pense, parce que si on regarde par exemple dans les banques, il y a certaines banques suisses par exemple qui ont eu un certain nombre de problèmes de gouvernance, donc il faut prendre en compte l'émetteur, mais on ne peut pas évidemment faire un produit qui soit vert et qui soit considéré vert parce que l'émetteur lui-même peut être considéré comme faisant des efforts sur la partie environnementale, et de l'autre faire un produit dont les sous-jacents sont des sociétés par exemple pétrolières ou des sociétés qui polluent. Voilà, donc l'idée c'était véritablement juste de donner un peu une vision, parce que je pense que c'est important même pour les gestionnaires de patrimoine d'avoir la possibilité de noter au niveau global leur portefeuille. C'est aussi important dans la discussion que nous avons avec les fonds avec lesquels nous avons des partenariats, de s'assurer que nous pouvons véritablement mesurer l'impact de leurs fonds et pas simplement avoir des mesures qui soient totalement indépendantes de celles que nous avons mises en place. Donc on a un objectif, aujourd'hui on est probablement à 75% de couverture. Si on arrivait à 90% d'ici 1 an ou 2 ans, ce sera bien. Mais aussi je pense que finalement on est peut-être d'une certaine manière en train de mettre en place un système qui, avec l'arrivée des PAI, sera potentiellement caduc dans 2 ou 3 ans. Voilà, merci beaucoup pour ces mots.